Célébrer et se réunir autrement. Dans plusieurs familles et groupes d'amis, les traditions des fêtes sont indissociables des grands rassemblements autour d'un souper, d'un réveillon, d'un poêle à bois, à des soirées bien arrosées et marquées par la proximité et l'affection. Comment allons-nous célébrer ce temps des fêtes en contexte de pandémie? De quelle façon souligner cette période si propice au rapprochement et aux réunions? Comment conserver nos traditions en les adaptant au contexte actuel? Est-ce que l'histoire peut s'avérer de bons conseils? Peut-on nous apprendre à célébrer et nous réunir autrement? Le temps des fêtes autrement, une série de balados diffusée par l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour à tous, je me présente Jean-François Hins, conseiller en communication, relations avec les médias au service des communications et relations avec les diplômés de l'UQTR. Et aujourd'hui, j'ai un tout nouveau chapeau, celui d'animateur de balado pour une nouvelle série intitulée « Le temps des fêtes autrement ». L'épisode d'aujourd'hui porte sur les célébrations et les rassemblements de la période des fêtes. On le sait, Noël approche, le jour de l'an aussi, et on sait bien évidemment que rien, ou à peu près rien, ne sera pareil cette année. J'en discute avec Charlotte Gaudreault, étudiante à la maîtrise en éducation de l'UQTR. C'est une chance d'avoir Charlotte avec nous puisqu'elle est une étudiante fort engagée, elle qui joue à merveille son rôle d'ambassadrice de l'UQTR. On l'a notamment vu dans quelques vidéos et activités promotionnelles de l'université. Bonjour Charlotte. Bonjour. Charlotte, merci de participer à cette balado. Merci beaucoup à vous de m'avoir invitée. Et ça fait plaisir. Et comme un peu comme tout le monde, tu as certainement entendu les consignes du premier ministre Legault concernant les rassemblements de la période des fêtes. Bien entendu, tout ça, c'est pour protéger la population contre les risques de propagation de la COVID-19. Charlotte, j'ai envie de te demander d'abord et avant tout, comment tu as réagi à l'annonce du premier ministre? On dirait que moi, avec tout ce changement-là, j'avais peu d'attentes envers le temps des fêtes. Mais moi, je pense que ce qui est important avec le temps des fêtes, c'est de passer du temps aussi pour soi, puis avec sa famille proche, son petit cocon familial, comme j'aime l'appeler. Donc, c'est certain que ça m'a un peu bouleversée, mais en même temps, je me dis que j'avais pas vraiment d'attente, puis que je suis contente qu'on puisse passer un peu de temps ensemble. Mais comment ça t'impacte personnellement? Est-ce qu'il y a des traditions, des habitudes qui sont chères à ton cœur et qui, malheureusement, ne pourront pas se réaliser cette année? Oui, c'est certain que j'aimais aller voir ma grand-mère qui est à l'extérieur, puis se réunir en famille. Pour moi, c'est important, mais je pense qu'il y a des façons de le faire différemment cette année. Par exemple, en faisant des soupers Zoom. Là, on a eu la chance d'en faire peut-être quelques-uns durant le confinement au mois de mars. Pour moi, c'était important ces moments-là. On avait fait des soupers Zoom avec mes amis où on trouvait des thèmes. Par exemple, la coiffure la plus drôle ou le plus spécial des chapeaux. Puis ensuite, on faisait un ordre du jour, puis on pouvait prendre du temps ensemble, même c'est sûr que c'est pas pareil à travers un ordinateur, mais je pense qu'on peut aussi avoir des moments de qualité. Puis je me dis toujours qu'en étant par Zoom ou par toute autre plateforme, on peut entendre ce que chaque personne a à dire. Par exemple, quand on est dans un souper familial, par moment, on n'a pas la chance de parler avec notre cousin parce qu'on priorise du temps avec notre grand-mère. À ce moment-là, quand on fait un souper Zoom, on ne peut pas parler tout le monde en même temps parce que c'est vraiment désagréable. Là. Donc, c'est une personne à la fois qui parle. Donc, on peut plus savoir les nouvelles puis l'heure du jour pour chaque personne. Donc, je pense que c'est pertinent. Mais on a tellement été sur Zoom, les étudiants. Vous l'avez été cette session, en fait, depuis le mois de mars dernier. Les familles aussi, comme tu le mentionnes, se sont retrouvées sur Zoom. As-tu peur ou as-tu une bonne idée à partager pour avoir justement un Zoom, un appel, une rencontre qui est différente et qui est propice aux consignes qu'on a maintenant? Bien, personnellement, une idée que je pourrais lancer, nous, on se faisait des ordres du jour. Là. Donc, moi, c'est sûr que je suis vraiment organisée, puis j'aime ça, planifier des choses, puis être créative. Ça fait partie de mon travail, mais ça fait partie aussi de ma personnalité. Donc, moi, j'aimais faire des ordres du jour. Par exemple, raconte-moi
un souvenir avec un membre de la famille. Donc, on pourrait faire des associations entre deux membres de famille, puis ils se racontent un bon souvenir. On peut remettre des photos qu'on ne pourrait pas penser à faire ça dans le temps réel. Donc, je pense qu'il y a des façons aussi de rendre ça amusant. C'est sûr qu'en l'organisant, notre rencontre, ça peut la rendre différente puis plus conviviale. Bon, on prend une pause, puis telle personne nous raconte un moment cher ou un souvenir d'un Noël important ou d'une tradition importante pour lui, ou justement de nous donner des nouvelles sur où qui est rendu présentement dans sa vie. Donc, je pense qu'en organisant la rencontre, ça peut être pertinent, en incluant des jeux aussi. Charlotte, il va falloir que tu te clones. Ça va prendre des Charlottes dans toutes les familles, justement, pour mettre un peu d'ordre dans les Zooms ou proposer des activités qui sont spéciales, parce que malgré le fait que on sait qu'on va être limité, qu'il y a des règles qui sont très importantes à respecter, bien, il va y avoir l'envie de peut-être se voir quand même ou d'organiser quelque chose qui souvent n'est pas dans la nature de tout le monde. Alors, il va vraiment falloir que les gens fassent preuve d'imagination. Oui, c'est certain. Je pense que créativité va être pas mal le mot pour le Noël de cette année, puis le temps des fêtes. Mais effectivement, je pense que ce qui est le plus important, c'est vraiment notre sécurité, là. C'est triste que ce soit un Noël différent, mais je pense que de suivre les règles, ça va de soi, même si des fois, on a le goût de tricher un peu, là. Il ne faut pas. Non, c'est ça. Bien entendu, il faut écouter les consignes et faire notre devoir de citoyen, évidemment, pour éviter tout risque supplémentaire. Charlotte, tu es étudiante et tu côtoies beaucoup d'étudiants. Juste avant la période des fêtes, la période où on est actuellement, c'est la fin de session. C'est les examens, c'est la remise des travaux d'équipe. Il y a une espèce d'énergie sur le campus, habituellement. Tout le monde se côtoie, tout le monde fait leurs travaux ensemble dans l'espoir d'aller dans leur famille, passer les fêtes. Cette année, c'est différent avec la formation à distance. Comment ça se vit? Quelle est l'énergie entre les étudiants en ce moment? Bien, je peux pas parler pour tous les étudiants, mais si je peux parler pour moi, c'est certain qu'en étudiant la maîtrise, c'est pas pareil comme au bac, là. Notre lien n'est pas fait de la même façon entre les autres étudiants. Mais si je me replace quand j'étais au bac, ben c'est certain que c'est triste parce que souvent, nos amis sont dans des régions plus éloignées. Là, donc, souvent, avant le temps des fêtes, ben, c'était un bon moment pour se retrouver dans les cours ensemble, pour partager nos passions. Alors que pendant le temps des fêtes, on allait chacune dans nos régions, là. Donc, on ne se cachera pas que c'est quand même triste cette année que ce soit comme ça, mais je pense qu'il y a des façons de, justement, de voir le positif de ça, là. Je sais que c'est tout le temps difficile par moment, là, mais je pense qu'on peut essayer de justement s'appeler, de se donner des rendez-vous, puis de trouver des façons de quand même se voir puis se parler. Puis c'est certain que les formations à distance, c'est très, très bien avec l'UQTR, mais c'est pas pareil comme le moment avec tes amis de façon présentielle. Et dans ton travail, tu côtoies les tout-petits, hein, tu travailles avec eux. Aurais-tu peut-être un truc en terminant pour donner aux parents, aux jeunes parents, aux parents de jeunes enfants qui se demandent peut-être qu'en voyant pas la famille, peut-être certains peuvent même pas se déplacer pour aller voir leur famille, ils sont peut-être isolés, se demandent qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour animer le Noël de leurs enfants. Aurais-tu une petite suggestion comme ça à leur donner? J'en ai plein, on dirait. Ben, habituellement, dans le temps des fêtes, on passe moins du temps avec nos enfants parce que justement, on est partis dans la famille tout le temps en train de courir d'une soirée à l'autre. Donc, justement, d'y aller selon les intérêts des enfants, de sortir un vieux jeu de société, un vieux jeu de Just Dance, puis de Wii qui traîne dans la maison, de faire des jeux de société, de confectionner des cadeaux maison en cuisinant. Par contre, on peut travailler un peu les mathématiques. Mettons que je mets mon chapeau pédagogue un peu plus. La professeure est jamais bien. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, on peut faire des recettes avec eux, faire un marathon de films, de comparer des livres aussi, faire une course aux livres, lire un livre différent à notre enfant chaque soir, puis leur dire, bon, lequel t'as préféré, pourquoi, développer le sens critique un peu des enfants. Je pense qu'il y a plein de façons de faire. N'ayez pas peur d'être créatif, là. Je pense qu'on peut vraiment satisfaire le cœur des enfants de plein de façons. Des cabanes en allant jouer dehors. Il y a plein de façons d'apprendre tout en jouant, puis en allant par leurs intérêts, puis par les traditions de Noël, puis en étant créatif, en inventant des lutins magiques qui jouent des tours ou toutes sortes de choses. Donc, il y a plein de façons de rendre ça intéressant
avec nos enfants proches. Puis justement, on peut les voir bien évoluer en passant du temps de qualité avec eux. Puis je pense que c'est important d'en profiter de ce temps-là. Là. Ah, ben c'est bien intéressant tout ça. Moi-même, père de 3 jeunes enfants, je pense que j'ai bien le goût de louer tes services pour la période des fêtes, pour animer ma petite famille et aussi, comme je le disais tout à l'heure, espérons que dans les familles, il y a des Charlottes comme ça qui pourront animer vos parties des fêtes, évidemment, dans le respect des règles. Charlotte, je te souhaite beaucoup de succès dans ton projet de maîtrise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission et joyeuses fêtes à toi. Merci beaucoup. Vous aussi. Merci. Restez là dans quelques instants. On reçoit le professeur Laurent Turcot avec qui on parlera des célébrations du temps des fêtes au cours de l'histoire. On est pas mal certain que 2020 n'est pas la seule année où les célébrations ont été perturbées par des événements hors de notre contrôle. Restez là, à tout de suite. Alors, nous sommes de retour pour la poursuite de cet épisode « Célébrer les fêtes autrement ». Cette fois, je suis avec Laurent Turcot, professeur au département des sciences humaines de l'UQTR et titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et des divertissements. Bonjour, Laurent. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie, c'est normal. Laurent, avant de parler du sujet d'aujourd'hui, il faut absolument te féliciter puisque tu as récemment été nommé YouTuber émergent 2020 au Québec grâce à ta chaîne L'Histoire nous le dira. Quand même 150 000 abonnés environ. Félicitations. On est rendu à 159 000 aujourd'hui. Ouais. Wow! Fait que ça ne finit plus d'augmenter. Bravo à toi. Écoute, comme tu le sais, on approche de la période des fêtes. Alors, on va regarder ça avec ton œil d'historien, bien sûr. Ce sera une période des fêtes, comme on le sait, totalement différente de celle qu'on connaît. Évidemment, on comprend la situation, hein, on ne peut pas fêter avec nos proches. On comprend, on est déçu, évidemment, mais il ne faut pas penser que c'est une première dans l'histoire de devoir sacrifier, ou je ne sais pas si le terme sacrifier est gros, mais à tout le moins modifier ou repenser nos célébrations de Noël et du jour de l'an pour diverses raisons. Quels seraient les événements marquants qui te rappellent un peu un épisode comme celui qu'on vit? Bien, tu sais, j'ai envie de te rappeler un moment parce qu'on n'arrête pas de faire le lien entre la COVID-19 et la grippe espagnole de 1918 jusqu'en 1920 environ. Mais il y a un Noël qui a été traumatisant, j'ai envie de vous dire, pour le 20e siècle. C'est le Noël de 1914. Il faut rappeler quand même rapidement ce qui s'est passé. Noël de 1914, c'est la Première Guerre mondiale. C'est la première année de la Première Guerre mondiale. Les combats ont commencé en septembre. Et là, les hommes sont dans les tranchées. C'est une guerre de position. C'est difficile, c'est laborieux. D'un côté, vous avez les Allemands. De l'autre, les Français, les Britanniques, les Écossais. Et on est un soir de Noël, le 24 décembre. La température est catastrophique. On est dans le nord de la France. Il pleut, c'est de la boîte, c'est dégueu, il fait froid. Et là, les Allemands commencent à chanter « Stille Nacht », c'est-à-dire « douce nuit ». On voit même des sapins de Noël apparaître. Et les hommes, Français, les Britanniques, les Écossais de leur côté, commencent à chanter également. Et là, tranquillement, chose complètement hallucinante, les hommes sortent des tranchées sans se tirer dessus, se serrent la main, commencent à jouer une partie de soccer, de football, et c'est assez inusité, ce moment d'empathie universelle de l'âme humaine qui, au-delà des tensions politiques, diplomatiques, faisait une sorte de pied de nez au gouvernement pour dire « Écoutez, c'est votre guerre. Mais c'est nous qui en subissons. Nous sommes la chair à canon et on refuse de le faire. » Je ne suis pas en train de faire un lien avec les conspirationnistes. Là. Eux, c'est de l'empathie qu'il leur faudrait davantage. J'insiste là-dessus. Mais pour les soldats de 1914, c'est une manière de dire Noël, c'est fondamental. On est capable de le fêter autrement. Mais toutes les autres fêtes de Noël en 1915, 1916, 1917, 1918, ça a toutes été des fêtes qui ont été brisées, troublées par ces grandes guerres, et même la Seconde Guerre mondiale, ou encore la guerre de Corée. C'est pas neuf qu'on vive comme ça des moments traumatiques. En revanche, la première fois que c'est sur le territoire québécois qu'on est touché. C'est la première fois qu'on annule Noël. La dernière grande critique qu'il y a eu à Noël, ben, c'est la préparation du bye-bye, probablement, avec les gens qui critiquaient en disant « Bon, ben, j'aurais aimé voir tel comédien plutôt que tel autre. » Mais sinon, jamais le Québec a été autant traumatisé, pourrait-on dire, par un événement qui touchait Noël. Donc, à part, puis il n'en reste pas beaucoup, bien évidemment, là, une poignée peut-être de gens qui auraient connu l'épisode de 1914, on va se le dire, là, donc il ne reste personne.
on comprend pourquoi la société québécoise est troublée un peu par ce qui se passe, parce que personne ou à peu près a vécu cette expérience-là, donc doit faire preuve de souplesse et d'adaptation. Oui, faire preuve de souplesse et d'adaptation, d'autant plus qu'au 20e siècle, le Québec n'a pas vraiment été touché par les deux grandes guerres mondiales sur son territoire. Certes, il y a des soldats qui sont allés de l'autre côté. On se souvient le régiment de la Chaudière, par exemple, qui a marqué lors du débarquement de Normandie. Mais il faut se rappeler qu'ici, il n'y a pas eu de dévastation sur les terres. Les populations civiles, certes, elles ont été enrégimentées dans les différentes industries pour produire massivement, mais en aucun cas, on a été troublés par ça. Et la dernière mesure, pourrait-on dire, qui a été troublante pour les Québécois, c'est la loi des mesures de guerre en 70. Le gouvernement canadien a envoyé l'armée ici. On en a parlé beaucoup lors d'octobre, ça faisait 50 ans. Mais entendons-nous, ça a beaucoup plus marqué les gens qui étaient dans les villes, alors que dans les campagnes, qui en avaient quand même beaucoup, eux, beaucoup moins. Et ça n'a pas troublé Noël. On parle d'octobre 70, on ne parle pas de décembre 70. Les événements étaient, somme toute, assez terminés, mais vraiment, c'est la première fois pour que tous les Québécois comme ça soient touchés et qu'on n'arrive pas à cibler. Ça, c'est l'autre domaine dont on ne parle pas assez. Mais tu disais qu'on a de la difficulté à concevoir tous ces événements-là, mais il y a quand même un élément qui nous permet non pas de prendre la distance, mais de réaliser à quel point c'est troublant. C'est qu'on se dit souvent, les jeunes enfants qui ont vécu la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, ils ne doivent pas s'en souvenir parce qu'ils avaient 5-6 ans. Oui. Nos enfants, nous qui ont 5-6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils vont s'en souvenir de la COVID-19. On voit la prise que ça a sur un esprit, sur les émotions, et à quel point les enfants de ces époques-là devaient être traumatisés à juste titre. C'est pour ça que quand on regarde des célébrations de 1914, 1918 ou encore de 39-45, on voit des soldats qui, à l'époque, avaient des fois qui étaient très, très jeunes, ou encore des enfants qui disent, moi, j'avais 7 ans, par exemple, quand ça s'est passé. On dit, tu ne devais pas t'en souvenir. À la lumière de ce qu'on voit aujourd'hui, avec nos enfants qui sont traumatisés par ça, on a comme un regard historique qui est complètement différent face aux événements du passé. Mais qu'est-ce qui pourrait rester justement dans la tête des enfants qui le vivent maintenant là, en grandissant? Qu'est-ce qui va pouvoir rester comme... Si je le savais, je te le dirais tout de suite, mais la réalité, c'est que l'histoire ne sert pas à prédire le futur. Sinon, écoute, je ne serais pas là, je me serais fait de l'argent puis je serais filé dans les îles Caïmans. C'est probablement le père de 3 enfants que je suis qui voulait avoir des réponses. Là. Oui, non, mais écoute, l'histoire, ça nous permet quand même de comprendre certaines des erreurs du passé, de nous aiguiller sur les conséquences qu'un événement a eu pour pas que ça se reproduise. Une de celles-là, on va prendre encore la grippe espagnole, c'est qu'il faut une intervention gouvernementale. Il faut une prise en charge gouvernementale. Il faut des services de santé qui soient à la hauteur des besoins qui sont ceux de la population. Et ça veut dire un financement. On ne le dira jamais assez. Le définancement depuis les années 80-90 du système de santé ou du système de l'éducation avec les fameuses réformes qu'on a voulu imposer, ce qu'on appelle réforme historiquement, ça a été une manière détournée de couper. Ce qu'on appelait réingénierie, c'était une manière détournée de dire on va faire plus avec moins. Dans le milieu de l'éducation, nous, on le subit depuis, j'ai envie de vous dire, depuis que l'Université du Québec est là, on se dit, là, on va vous donner moins de services, mais vous allez être capable de faire avec. Ça, c'est une des raisons. Quand on regarde dans l'histoire, on se dit, voilà ce qu'on peut apprendre. Voilà là où on peut aller. Puis c'est pas étonnant à un moment donné que le système de santé lâche parce que à le définancer comme ça, c'est ce qu'on a fait aussi pendant la première, pas pendant la Première Guerre, mais pendant la grippe espagnole. Il n'y avait pas de système de santé digne de ce nom. Il n'y avait pas de financement public digne de ce nom. On pensait que le privé allait soutenir les malades. Puis on s'entend que pour un malade, pour une entreprise privée, quand on regarde ce système-là, on se dit comment je peux faire de l'argent. Mais entre vous et moi, est-ce qu'on est d'accord collectivement pour mettre le prix sur une vie humaine? C'est là qu'il faut se poser des grandes questions. Puis c'est ça qu'on va avoir comme question à se poser parce que là, on est dedans, mais l'après, c'est... Parce que je suis désolé, je pense que je vais te troubler en le disant, ça va se reproduire. Historiquement, il y avait des grandes pandémies aux 40, même des fois aux 20 ans. Le 19e siècle est truffé de pandémies. Avant la grippe espagnole, il y a eu la grippe russe en 1890. Avant, c'était aux 40 ans, il y avait le choléra, la grande épidémie de variole de Montréal en 1885 qui a fait 4000 morts, ou encore les différentes grippes, les différentes pestes qu'il y a eu un peu partout dans le monde.
ça va arriver, ça va se reproduire. Donc, la grande question, c'est est-ce qu'on va être prêt pour la suite? Est-ce qu'en ce moment, on est en train de tirer des conséquences et des éléments qui vont nous permettre de mieux agir? Bien, c'est toute la question qu'on se pose. Puis c'est là que l'historien va arriver en disant, bon, ben là, il faut faire attention de ne pas recommencer les mêmes niaiseries qu'on a fait. Je ne suis pas en train de juger, bien sûr, parce que c'est toujours facile de juger de l'extérieur, mais quand on est dedans, ça l'est beaucoup moins. D'où la raison pour laquelle il faut une empathie envers les autres, mais envers notre gouvernement qui, tu sais, il fait ce qu'il peut. Là. Il n'y a personne qui a été élu en disant « je veux gérer une pandémie ». Mais non, évidemment. Espérons effectivement qu'on va apprendre de la situation pour le futur. J'ai le goût de replonger encore davantage en arrière que ce qu'on a commencé dans la discussion avec les guerres et tout ça. Si on recule dans l'histoire, il y a eu les guerres où on a parlé un peu des pandémies, mais il y a eu toutes sortes d'oppositions ou de conflits religieux aussi, j'imagine, qui ont empêché des communautés de célébrer les fêtes parce qu'il y avait trop de tensions entre les communautés religieuses. Et là, on peut reculer de très loin. Ben oui, on peut reculer jusqu'à l'époque médiévale. Par exemple, une des grandes célébrations, c'est le carnaval. Aujourd'hui, on pense carnaval, on parle carnaval de l'UQTR, carnaval de Québec, bien sûr. Et là, libation, beuverie, jeux en tout genre. Ben ça, l'Église veut s'en méfier. Et on va tout faire pour que les gens ne participent plus au carnaval, mais regardent le carnaval. Si on regarde le défilé du carnaval à Québec, les gens sont des spectateurs alors que ce sont des acteurs ou des participants en tout genre, mais le peuple ne fait pas partie du carnaval. Alors qu'avant, c'était ça, on se déguisait, on s'amusait, oui. On renversait les codes sociaux, et là, on se dit c'est un vecteur de désordre. Tout ce qui est vecteur de désordre, on l'empêche. De la même manière que Noël, par exemple, avant d'être Noël, c'était les Saturnales à Rome. Et là, c'était, pardon de te le dire, c'était des Georgiennes en plus finir, on buvait, on faisait tout ce qu'on pouvait. Puis là, l'Église va dire, ben ça marche plus. Là. On va faire plutôt quelque chose de plus chrétien, plus cadré. On l'imagine pas cette année non plus. On l'imagine pas cette année comme ça non plus. Hein? Non, probablement pas. Mais ce Noël-ci va être singulier. Oui. Il ne sera pas inédit. En revanche, on aurait tort de croire que c'est la première fois que le Noël va se passer dans la modestie. Parce que les Canadiens français, le peuple québécois aussi, est un peuple qui a accédé à un certain confort après la Deuxième Guerre mondiale seulement. Oui. Pour la majorité de la population, tu sais, la fameuse joke de « je recevais une orange dans mon bas de Noël », c'était pas exactement ça, mais ça se rapprochait. On était quand même dans un désœuvrement beaucoup plus grand qu'on ne l'est actuellement. Puis sincèrement, on se dit, on va passer un Noël séparé chez nous. Ce qui est assez paradoxal parce qu'on nous dit, avec tous nos réseaux de communication, on n'a jamais pu se parler autant. Mais le problème, c'est ça, c'est que les gens veulent parler, mais pas écouter. Mais ce qui va manquer, c'est le contact humain proche. Ben on le sait, on est très chaleureux, le peuple québécois, ça va nous manquer, ça, mais il va falloir revoir nos habitudes. Et tu le mentionnais tout à l'heure. On va les revoir, mais de manière différente. Tu sais, ça a été impressionnant de voir durant le premier confinement. Je dis le premier parce que quoi qu'on en dise, on est dans un second. Mais durant le premier confinement, on a essayé, j'aime pas ce mot, de se réinventer avec les apéros Zoom. Les gens prenaient un verre de vin, des fois un peu trop, tous les jours, faut pas. Mais on essayait justement de recréer cette dynamique. Puis on se rendait compte, comme tu l'as dit, que ce qui fait que les liens sont déterminants, c'est d'être capable de prendre les autres. Tu sais, je faisais un tournage il n'y a pas longtemps, puis le réalisateur me racontait que c'était une dernière d'une des grandes émissions qu'il faisait, puis les larmes lui venaient aux yeux. Je l'aurais pris dans mes bras, puis oui. Tu sais, c'est troublant, c'est difficile. On se demande... On a l'impression des fois qu'on se fait voler certaines parties de notre vie, d'autant plus que, tu sais, les gens qui disent « Ah, c'est pas si pire, il y a juste 1000 cas, 1200 cas. » Oui, mais il y a des morts derrière. Puis, tu sais, un mort, c'est une famille entière qui pleure, puis qui se demande pourquoi, puis qui ne reverra plus cette personne. Donc oui, on est dans un moment très, très, très difficile. Il ne faut pas le minimiser, mais c'est vrai qu'avec la période de Noël qui s'en vient, il faut fêter. Ça, c'est sûr. Mais il faut fêter selon les règles, absolument. Mais tu as tellement raison qu'on l'a entendu, le commentaire de... Oui, bien, moi, j'en connais pas des gens qui l'ont eu, la COVID. Là. Je vois pas ça autour de moi. Là. Ça sort d'où, ces chiffres-là? C'est le concept de Barabbas comme dans Passion. Hein. C'est vraiment... je l'ai pas vu, ça s'est pas passé. Rendu là, c'est qu'on... Si on part de cette idée-là, avez-vous déjà vu le soleil de près? Êtes-vous sûr qu'il existe? Êtes-vous sûr que la Terre est plate? Si vous dites que vous n'avez pas vu de gens de la COVID, donc ça n'existe pas, vous êtes à deux doigts d'être un platiste, un conspirationniste et un adepte de QAnon. Si la chaussure vous va, consultez. Il y a des très bons systèmes de santé au Québec qui peuvent vous aider en santé. Mais ils sont débordés présentement.
Ben oui, mais ça, c'est pour la raison dont on parlait tout à l'heure. Tu sais, on pensait que tout allait aller mieux dans le meilleur des mondes. Puis c'est notre système. Notre système est pensé, tu sais, c'est un peu comme la bourse. La bourse, on dit ça va mieux, tout augmente. Indépendamment des facteurs économiques, c'est un aspect émotif qui gère un élément les plus rationnels, c'est-à-dire la capitalisation des entreprises parfois. C'est d'un illogisme complet que notre système. Merci pour le retour sur l'histoire. Toi, Laurent Turcot, comment tu t'en sors dans la période des fêtes qui s'en vient? De quelle façon ça te touche? Comment tu t'ajustes avec tout ça? Bien, je te dirais que là, on finit la session. Ouais. J'ai beaucoup adapté mon enseignement pour faire des capsules, justement, qui étaient en lien avec l'enseignement, pour changer mon enseignement. Mais là, avec la période de Noël, je pense qu'on va tous se défloguer, puis c'est pas une mauvaise chose. J'ai commencé à réduire beaucoup mon utilisation des réseaux sociaux. J'ai plus Facebook de mon téléphone, j'ai plus Twitter de mon téléphone. Bravo. Je garde YouTube, j'ai pas le choix, Ben oui. parce que c'est là que sont mes vidéos. Mais sinon, ouais, je nous souhaite tous un gros déplogage. Faut se débrancher maintenant pour se reconnecter un petit peu peut-être à Noël. C'est bien dit! Ben écoute, Laurent, je te souhaite de joyeuses fêtes qui s'en viennent. Merci d'avoir pris le temps de participer à cet épisode. Encore une fois, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Ben, merci Jean-François. Je remarque qu'on a commencé par le vouvoiement puis on a fini par le tutoiement, ce qui trahit un peu les liens qu'on a ensemble. Ben voilà, écoute, 9 ans à l'UQTR bientôt. Tu es un des premiers avec qui j'ai collaboré, alors voilà. C'est tout de suite je suis plus vieux que toi, l'UQTR, arrivé en 2006 dans mon cas. Je veux pas te faire vieillir juste avant d'arriver à Noël. C'est déjà assez déprimant comme ça. Merci beaucoup, le blanc Laurent. sur ma barbe le montre déjà. Écoute, je suis dans le même club que toi pour le blanchiment. Mais c'est de la sagesse. C'est notre look universitaire qu'on travaille avec ça. Ouais, c'était ce qu'on dit pour se donner bonne conscience. On le connaît, ça. Hey Laurent, bonne tourtière. Profite-en bien. Merci à toi aussi. Bye. Salut. Bye. Alors, cette balado, comme toutes les balados de la série Le Temps des Fêtes autrement, est disponible sur les plateformes Spotify, Apple Podcasts, Néo UQTR, YouTube et Balado Québec. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.